Bonjour à tous, bienvenue dans cette première saison de podcast de l'ICAM, où philosophes, sociologues, psy s'invitent en école d'ingénieur. Vous écoutez le premier épisode de la saison 1 sur le thème du couple et des nouvelles conjugalités dans un monde en plein bouleversement. Cette conférence a été menée par le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Bonne écoute. Le couple, effectivement, en apparence, il ne se porte pas très très bien. J'ai mis ma montre là, mais je ne la vois pas, parce que comme je suis bavard, il faut que je surveille un petit peu le déroulement du temps. Parce qu'effectivement, le mot crise est accolé au couple. On voit se développer le nombre des divorces, des séparations. Alors, les divorces, ils continuent à augmenter de manière plus lente parce qu'aujourd'hui, qui dit divorce, ça veut dire qu'il y a eu un mariage. Tous les couples ne se marient pas, il y a l'obligation du mariage, et surtout, on ne se marie plus au même moment du couple. Aujourd'hui, ceux qui décident de se marier le font après un certain temps de vie conjugale, quand la vie conjugale s'est bien installée, et quand ils se sentent sûrs d'eux, vraiment sûrs, prêts pour la première fois, non plus à vivre dans le présent, dans une situation de couple qui s'installe, mais à se projeter dans l'avenir. Donc, comme ce mariage est lié à une décision plus ferme, le nombre des divorces augmente de manière moins rapide, mais le nombre de séparations de l'ensemble des couples, mariés et non mariés, lui, il explose. On vit de plus en plus par séquences. On a des séquences dans la vie, un moment couple, un moment de vie en solo, et puis peut-être nouvelles rencontres, composition familiale, etc. etc. Et puis, formes diverses. Le couple en lui-même, j'ai le couple. Il y a le trouble aussi, par exemple. Le couple est effectivement remis en question comme possibilité. Pourquoi s'enfermer, même si ce n'est que pour une séquence, dans une unité monogame qui va enfermer, condamner le désir. Donc il y a des tentatives diverses comme le polyamour, remise en cause de la norme aussi, de ce qu'on appelle critique de l'hétéronormativité, etc. etc. Le couple, effectivement, est devenu fragile, est devenu instable, d'où la conclusion d'un certain nombre de mes collègues qui annoncent rien moins que la mort du couple, la fin du couple. Je pense à Eva Illouz, Mona Chollet, Marcella Yacoub, etc. Et avec un certain nombre de raisons. Quand on constate toutes ces fragilisations qui se développent, on peut effectivement, légitimement se poser la question. Alors moi, je ne crois pas que le couple soit mort ou qu'il va tendre à mourir demain. Oui, la fragilisation, elle est là, l'instabilité des structures conjugales, mais le couple ou un certain type de couple, un certain type de fonction conjugale résiste, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer pendant, j'ai bien compris, les 45 minutes, donc 42 minutes qui me restent pour développer ce propos. Mais pour le comprendre, il faut élargir la focale, essayer de comprendre dans quel type de société nous sommes, dans quoi nous sommes embarqués dans le changement social qui est le nôtre, parce que nous sommes en train de changer de type de société, et c'est ça qui explique les changements du couple. C'est ça qui explique aussi pourquoi, à travers ces changements, il y a malgré tout une résistance. Donc, dans un premier temps, avant de parler plus concrètement du couple, si je ne suis pas trop bavard dans cette première partie, je veux élargir la focale et parler un tout petit peu d'histoire, parce qu'effectivement, nous sommes en train de changer de type de société. Nous vivons actuellement un moment historique intense, extrêmement important. Il y a des événements très forts actuellement, des guerres diverses. Ça ne paraît pas original de dire ça, mais ça fait 10 ans que je le dis et que je le proclame. Il faut prendre conscience de l'intensité du moment que nous sommes en train de vivre, le moment de bascule, le moment de rupture. Les historiens détestent que l'on parle de rupture historique
Hein, il déteste que les sociologues parlent de rupture historique. Il ne faut pas voir des ruptures historiques tous les 5 minutes, évidemment. Ils détestent cela parce qu'ils disent l'histoire a une mémoire très longue, très lente. Nous portons en nous une histoire extraordinairement longue qui laisse des traces dans nos pensées, dans nos comportements. L'anthropologue André Leroi-Gourhan dit « Nous avons même en nous-mêmes, dans nos fondements, des réflexes de la vie animale. Il y a ça encore en nous. Mais nous les reformulons, nous les refoulons à partir des strates les plus avancées de la culture. » Autre exemple que je peux donner, ça fait rire très souvent, mais le lien si fort, si difficile à défaire de l'homme avec le barbecue aujourd'hui. Mais ça, c'est à relier à une histoire. Si on reprend toute l'histoire du rapport de l'homme avec la symbolique du feu, c'est des millénaires qui ont construit le masculin autour de la symbolique du feu. Françoise Héritier a très bien montré cela, comment les premières sociétés ont fondé le masculin et le féminin dans une opposition entre le feu et l'eau. Les femmes étant renvoyées à l'eau, et c'est pour ça qu'on va retrouver toutes les tâches domestiques si facilement liées à l'eau, et l'homme, le feu, et la viande également. Là aussi, il y a toute une histoire qui relie l'homme à la viande. Donc, ce n'est pas le sujet de ce soir, il ne faut pas que je sois trop long. Donc ça laisse des traces, et très souvent aujourd'hui, effectivement, quand une femme veut s'approcher du barbecue, il va y avoir un réflexe masculin, non pas parce que c'est un homme, et pas tous les hommes vont avoir ce réflexe-là, mais c'est un réflexe qui vient de très loin, qui peut diminuer, qui peut se déconstruire, comme on dit, bien sûr, mais il y a une mémoire très lente, très longue, très profonde de l'histoire. Bien, mais en même temps, il y a des moments de bascule, de changement d'orientation, de changement de modèle, et c'est ce que nous sommes en train de vivre. En train de vivre, encore une fois, pas depuis 5 minutes. Les moments de transition opèrent quand même d'une manière relativement progressive. Le début de ce grand changement de modèle opère dans les années 60. Alors, quand je dis années 60, il ne faut surtout pas penser tout de suite 1968, qui est un moment particulier d'intensité politique, mais c'est beaucoup plus profond, plus large que ça, et beaucoup de choses bougent dans le début des années 60, fin des années 50 et début des années 60. Constitution de la jeunesse comme un moment particulier de contre-culture, émancipation des femmes, libération du corps, du mouvement, émergence de la musique comme dynamisant justement ces corps. On pourrait multiplier les exemples, rapport aux vêtements. On passe d'un vêtement qui était une sorte d'uniforme social à une inventivité personnelle et une liberté des mouvements, liberté aussi par rapport à la chevelure, etc. Bon, moi, ça ne me concerne plus, évidemment. Mais donc, on pourrait multiplier. Si, ça m'a concerné à l'époque, j'ai eu les cheveux longs. Vous avez eu la gentillesse de rappeler ma date de naissance. Je suis effectivement un vieux chercheur et dans ces années-là, j'étais comme tout le monde. J'ai ressenti ce changement de société qui nous traversait et qui avait un fil rouge, il y avait un lien qui unissait tous ces mouvements. C'est l'émancipation de la personne. C'est l'émergence au premier plan de l'individu, de la personne, du sujet. On peut distinguer ces termes différents, je ne les distinguerai pas ce soir. Dans le mot sujet, il y a subjectivité, c'est-à-dire il n'y a plus le poids de l'histoire, des cadres sociaux, des cadres moraux. Je suis moi. On pourrait discuter, c'est une autre histoire, est-ce que le moi existe ? C'est pas du tout évident, c'est une nébuleuse incertaine et très changeante, mais en même temps, il y a la conviction que je suis moi et que je vais décider de ma vie. Eh bien ça, historiquement, c'est totalement nouveau. Jamais dans aucune société ça n'a existé. Il y a eu bien sûr des tas de contextes où des individus se sont sentis très libres, ont réussi à développer une certaine liberté, mais la masse de la population, et ce n'était pas un piège pour elle, était fabriquée par les cadres sociaux et les cadres moraux. Il existait des cadres qui définissaient les places sociales, qui définissaient les individus.
Et la trajectoire de vie était un destin social. Elle était écrite. Il suffisait de la suivre d'une manière personnelle, bien sûr, mais c'était écrit à l'avance. C'était une société du destin qui fabriquait de l'extérieur les individus. Ça, dans la société traditionnelle, d'Ancien Régime, d'il y a quelques siècles, dans cette société, l'historien Guy Thuillier explique qu'il y avait l'Ancien Régime des gestes. La grand-mère transmettait à sa fille les bonnes manières pour élever son enfant. Et ce n'était pas très difficile, parce que dans la famille voisine, c'était les mêmes manières. Donc on transmettait de génération en génération les mêmes manières. L'individu était fabriqué par ce processus social. Et il va y avoir une inversion. En quelques dizaines d'années, ce qui n'est rien au regard de l'histoire. Une inversion qui débute très fort, qui avait commencé un peu avant, bien sûr, mais qui bascule, le point de bascule, c'est le début des années 60, et nous continuons aujourd'hui, parce que nous ne sommes qu'au début du processus, avec une mise au centre du sujet de l'individu qui va choisir. Choisir et choisir lui-même dans tous les domaines. Choisir son avenir, bien sûr, chacun ne peut pas choisir le même avenir, chacun a des cartes sociales dans les mains qui ne sont pas les mêmes. Mais il y a la possibilité d'un certain nombre d'arbitrages. Choisir sa vérité. On passe d'un cadre de vérité collective qui était donné au fait que l'individu puisse choisir lui-même, surtout dans la société de l'information qui est la nôtre, où il suffit de picorer avec un moteur de recherche, une application, tout ce qu'on veut, dans le domaine numérique, de picorer une information qui va alimenter notre désir de connaissance pour opérer un choix. Tous les domaines de la vie quotidienne sont déconstruits d'une certaine manière par le questionnement personnel. Il y a 30 ou 40 ans, l'alimentation, on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette. Je posais quelques questions, mais pas trop. Aujourd'hui, il y a une infinité de questions que l'on peut se poser à partir de critères extraordinairement différents. Et on peut creuser sans cesse. Choisir son conjoint, son partenaire conjugal. Autrefois, dans le petit village, pour telle femme, il y avait le choix entre Lucien et André. Avec Lucien, c'était vraiment pas possible, donc la vie allait se faire avec André. La situation était relativement simple. Aujourd'hui, sur telle application ou sur tel site, on peut faire défiler une infinité de profils. Et comment on choisit dans tout ça? Et on choisit pourquoi d'ailleurs? Quels sont les critères du choix? C'est pour une aventure de soir, c'est pour un flash du moment, c'est pour un désir d'engagement plus sur la longue durée. Les critères ne vont pas être les mêmes et le choix de partenaire ne va pas être les mêmes non plus. Espace de liberté extraordinaire, espace d'angoisse aussi en même temps, parce que où est la vérité dans tout ça? Espace de fatigue mentale. Et ça donne des opportunités, par exemple au site de rencontres, qui monnaient très très cher des algorithmes magiques qui en fait n'ont rien de magique et sont extraordinairement pauvres, qui promettent de découvrir le conjoint qui convient. Et ces algorithmes sont de la très grande poudre aux yeux, mais on a envie d'y croire. Et à la limite, à la fin, ça peut marcher, parce que si on y croit, un effet placebo, d'une certaine manière, qui peut fonctionner, si la science ou les mathématiques ont défini quel est le bon conjoint, bon, du coup, ça n'a pas l'air terrible, mais bon, je vais m'habituer avec lui malgré tout. Choisir sa vérité, choisir sa morale. Dans la société d'autrefois, que ce soit celle d'Ancien Régime, ou plus proche de nous, celle que certains auteurs appellent de la première modernité, le premier temps de la modernité, le XVIIIe, le XIXe siècle, le début du XXe, où effectivement la modernité institutionnelle s'installe avec
les systèmes démocratiques, de la démocratie politique notamment, mais dans les cadres de la vie quotidienne, il reste justement un certain nombre de cadres qui portent les individus. Et les années 60 opèrent vers un autre moment. Alors là, les termes sont différents selon les auteurs. Un certain nombre d'auteurs, comme Anthony Giddens ou Ulrich Beck en Angleterre ou Ulrich Beck en Allemagne, parlent de seconde modernité. Postmodernité, c'est un petit peu plus compliqué, je ne vais pas ouvrir toute cette terminologie, ça nous mènerait très loin, mais on peut employer aussi le terme postmodernité qui fleurit dans ces années 60. C'est le passage à cette autre époque. Donc dans la société, je schématise un petit peu, ancienne d'autrefois, cadrée, il y avait une morale malgré tout collective, des choses qui étaient bien, des choses qui étaient mal. Et aujourd'hui, l'espace de cette morale collective existe toujours, mais diminue considérablement. Il est en gros défini par les interdits promulgués par la loi. Il y a des débats qui sont nombreux, passionnants, intéressants, pour définir les choses absolument infâmes qu'il faut proscrire et interdire par la loi. Donc la loi définit ce sens de ce qui n'est pas moral. Mais cet espace est de plus en plus réduit. Et au-delà, il y a un espace gigantesque où il n'y a plus de code obligatoire. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Plein de choses sont possibles. Et j'utilise de plus en plus Internet pour mes enquêtes, que ce soit pour interroger les gens ou parfois, dans certaines enquêtes, pour prendre des informations. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déplorables sur Internet, notamment le caractère non ouvert et non démocratique du débat. Le débat démocratique consiste à être ouvert et curieux et intéressé par l'opinion de l'autre qui est différente, et à partir de cette différence, après des polémiques qui peuvent être furieuses, très fortes, eh bien définir un compromis pour avancer ensemble. Et là, on voit que de moins en moins ça fonctionne comme ça fonctionne par une affirmation. Moi, je pense que, qui va essayer de s'imposer à l'autre, voire en élevant la voix et en proférant des injures. Donc cette logique s'explique très très bien aujourd'hui. On comprend pourquoi ça se développe comme ça, mais ce n'est pas très très intéressant. Par contre, il y a plein de choses qui sont absolument passionnantes sur Internet, notamment dans plein de forums de discussion, des débats qui tournent autour de la morale. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver des petits accords collectifs sur des repères de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et j'étais tombé, par exemple, il n'y a rien de futile et de dérisoire. Moi, je pars de plein de petits sujets qui ont l'air de rien pour monter en généralité. Et j'étais tombé sur un débat qui était très intéressant, je regarde ma montre, très intéressant. C'était lors d'une enquête sur la drague sur Internet qui était autour de la question « Peut-on coucher le premier soir ?» Donc c'était après une rencontre en ligne, donc après il y avait généralement une rencontre en face à face au café, et donc cette question qui était posée, en fait elle s'adressait qu'aux femmes. Pour les hommes il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème, mais pour les femmes, est-ce que pour une femme, coucher le premier soir, c'est bien, c'est mal, on peut le faire, etc. Donc discussion très intéressante et contradictoire, mais qui finit par déboucher sur un espèce de consensus qui était le suivant: ça dépend. Ça dépend si elle est amoureuse ou pas. Si elle est amoureuse, bon, voilà, il se passe quelque chose d'un petit peu précieux, qui est un peu inhabituel, donc il faut faire attention, protéger ce moment, et peut-être qu'il vaut mieux que non, à ce moment-là, elle ne couche pas le premier soir, mais si elle n'est pas spécialement amoureuse, quoi, et que le type en face ou la personne en face, la femme, n'est pas désagréable, qu'il peut y avoir
un désir, un petit attrait et un consentement, bien sûr, hein, parce que nous sommes à l'ère du consentement exprès, on devrait l'être à l'ère de ce consentement. Ben alors, du coup, pourquoi pas? Et là, il y avait une phrase qui était changée avec les mêmes mots. Et à chaque fois que je repère comme ça une phrase qui circule, qui est reprise avec les mêmes mots, ça témoigne de quelque chose qui cristallise et qui s'installe. C'était un bout de morale d'aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Si les deux adultes étaient d'accord, consentants, eh bien, et donc ils avaient réussi à définir un petit bout de morale. Voyez tout l'espace, là il y a un petit accord, mais dans un océan d'incertitudes et de questionnements, et j'ai pris que quelques exemples, mais tous les éléments de la vie quotidienne sont de plus en plus déconstruits pour briser les cadres. Et il y en a encore plein de cadres à briser. Et encore le cadre biologique. Qu'est-ce que c'est que cette biologie qui nous impose un cadre de vie, un cadre d'existence, un cadre identitaire, qui dit qui je dois être, alors que moi je veux être sujet de mon existence, selon mes souhaits, mes rêves, mes désirs. C'est une utopie subversive, complète, y compris du cadre biologique. Là, on y est en plein actuellement. On y est en plein, la remise en cause de ce cadre biologique qui enserre le sujet. Je veux être moi-même, je suis dans un corps d'homme, je me sens profondément femme et je veux imposer mon choix subjectif à la réalité, à la société. Et vous connaissez les évolutions autour de cette problématique. On pourrait multiplier les exemples et voir à quel point nous sommes dans une évolution considérable autour de cette émancipation du sujet qui brise en un tous les cadres, ce qui est un programme d'émancipation extraordinaire qui n'a jamais existé dans l'histoire. Jamais on a eu une société où la personne pouvait décider d'elle-même totalement de ce que serait sa vie. C'est un bouleversement considérable et qui produit beaucoup de résistance. Donc je ne vais pas développer ça parce que je veux parler un peu du couple. Hein, beaucoup de résistance, des résistances traditionnalistes, fondamentalistes, de réinstallation, des désirs de réinstallation des cadres anciens, de montée de régimes autoritaires, parce que ça, je n'ai pas développé, mais tout ce que je vous ai expliqué, on pourrait le décrire en termes de démocratie. La démocratie, ce n'est pas qu'une question de politique, de science politique dans un régime. Bien sûr, c'est ça, c'est ce qu'on connaît, le régime parlementaire, le droit de vote, etc., la liberté. Mais cette démocratie politique n'a été qu'un premier temps historique d'un processus beaucoup plus profond qui se développe aujourd'hui, une espèce de hyper-démocratie des individus qui veulent être maîtres de leur existence et peser beaucoup plus d'ailleurs sur la vie démocratique courante, hein, d'où les revendications récentes diverses d'expressions politiques de la base plus forte. Donc des résistances diverses, et parmi ces résistances, une en particulier, qui n'est peut-être pas la dominante, mais qui va me permettre de faire la transition vers le couple, le décrochage, le relatif décrochage de ce monde un petit peu éprouvant, fatigant, qui est un monde aussi de concurrence généralisée, d'évaluation mutuelle systématique, parce que l'individu se construit, c'est le dernier choix, construit son identité. Il faudrait avoir toute la soirée pour parler de l'identité. Il y a énormément de confusion autour de cette question-là. Je le dis en deux mots, l'identité aujourd'hui, pour bien la comprendre, c'est un processus, c'est un récit. C'est ce que l'explique très bien le philosophe Paul Ricoeur. Il parle d'identité narrative. Nous nous racontons l'histoire de nous-mêmes à partir de tout ce que nous sommes en train de vivre. Ce que nous sommes en train de vivre est complexe, éclaté, nous n'arrêtons pas de changer de contexte et de changer d'idée. Nous sommes une nébuleuse fragmentée et éclatée avec des changements perpétuels. Il faut travailler tout ça
pour qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait un fil. Nous sommes tous contraints aujourd'hui à un travail identitaire qui donne notre cohérence et qui nous donne la grille de lecture de ce qui est en face de nous. Tout ce qui est en face de nous passe par cette grille de lecture identitaire qui est la nôtre, avec parfois des personnes très fragilisées qui vont fermer cette grille de manière très statique et répétitive, et on peut tomber dans le fanatisme, dans le fondamentalisme, dans l'extrémisme. Mais sinon, on fonctionne de la même manière, d'une manière souple et ouverte, on a cette grille. Et non seulement il faut raconter cette histoire, mais il faut adhérer à l'histoire de soi qu'on se raconte. Je crois que vous allez accueillir Alain Ehrenberg. Donc là, il l'explique très très bien avec ce beau titre de son livre, La fatigue d'être soi, il l'exprime très très bien. Être soi aujourd'hui, c'est une liberté, une créativité, mais une fatigue abominable, parce que c'est un travail constant. Et il faut réussir à construire l'énergie vitale, parce que si on n'adhère pas à l'histoire de soi qu'on se raconte, eh bien, on s'effondre. On a moins d'énergie vitale, on peut même sombrer dans la déprime, dans la dépression, etc., voire dans les idées suicidaires. Quand je parle de décrochage, ce n'est pas de ça, c'est du bon décrochage. Face à cette société éprouvante, fatigante, l'idée est de construire un autre monde, mais un petit autre monde, le nôtre. Construire un autre monde collectif, ça c'est un rêve, mais on n'y est pas encore. C'est très très compliqué cette histoire-là. Mais au moins ce qu'on peut faire, c'est construire un petit monde. Appliquer le rêve du grand romantisme du XIXe siècle. Dans des conditions très différentes, le romantisme du XIXe siècle, il est violent, il est très noir. On est prêt à mourir d'amour. C'est de cette époque que date la formule du chagrin d'amour, etc. C'est très bien de souffrir par amour dans le grand romantisme parce que ça augmente encore plus les sentiments qui vont emporter vers cet autre monde qui est ailleurs, au-delà de la médiocrité ordinaire. Donc aujourd'hui, on ne veut plus du tout du chagrin, on ne veut pas de la souffrance, on ne veut pas de la douleur, au contraire, on veut du bonheur, on veut de la douceur, des couleurs pastel, des caresses, et c'est ça dont on rêve dans ce petit monde qui est à la fois un monde de récupération, de repos, de restauration de l'estime de soi qui est très éprouvée. La principale fonction que l'on demande aux conjoints aujourd'hui, en dehors de l'époque de la rencontre, où c'est un petit peu différent, mais dans la longue durée du couple, c'est d'être une sorte de thérapeute à domicile, celui qui remonte le moral, qui sait écouter et être caressant. Et j'avais fait, dans mon enquête sur les repas, il y avait le repas du soir, et très souvent, il y avait le récit de journée, avec toutes les difficultés qui avaient été vécues, les conflits avec tel collègue de travail ou avec tel supérieur hiérarchique. Et la personne qui avait vécu tout ça, qui expliquait tous ces déboires, et le conjoint qui était compatissant, qui disait « Ah, c'est pas possible, il t'a encore fait ça, et qui lui remontait le moral. Donc c'est le rêve aujourd'hui d'avoir ce lieu de réconfort, de reconnaissance mutuelle, de renforcement mutuel, face à une sorte d'agressivité extérieure, surtout très déstructurante pour l'individu. En fait, ce n'est pas l'extérieur qui est déstructurant, c'est l'individu lui-même qui se questionne et qui est incertain, mais ça produit cette fatigue mentale. Donc le rêve, c'est d'avoir ce petit lieu de reconstitution de soi et de réaction. Problème, dans ce lieu rêvé, eh bien, il y a un autre individu. Il y a un autre individu. On est deux. Et le fil rouge du développement social, du changement de la société que nous vivons, c'est le sujet, c'est l'autonomie individuelle. Donc le couple aujourd'hui va être fondé sur une contradiction. Ce désir, j'allais dire, de collectif, c'est plus que ça, de communion, de dépassement de soi, d'oubli de soi, dans ce petit néo-romantisme qui arriverait à s'installer, mais qui suppose de s'oublier totalement.
Or ça, c'est impossible. C'est absolument impossible. Donc le couple va se vivre sur un rythme à 2 temps, très très souvent. Alors le couple, il faut que je dise peut-être un mot de la rencontre quand même. Je l'ai dit, les possibilités sont infinies. On peut faire défiler des profils dans l'univers numérique qui n'est pas du virtuel. Internet, c'est pas du virtuel, ça faut le dire. Bien sûr, ça commence par du virtuel. Si on fait que surfer sur Internet, on est dans le virtuel. Mais dès qu'on poste le moindre commentaire, c'est un lien social. On commence un lien social. Bien sûr, d'un certain type, pas exactement comme dans la vraie vie, comme on dit. On est des fois protégé par un certain anonymat, et surtout, on peut débrancher quand on veut. C'est ça qui fait la grande différence. Mais comme on peut débrancher quand on veut, on se lâche beaucoup plus. Et on peut se lâcher en élargissant sa surface d'existence. La technologie offre cette possibilité de manière immense. Donc il y a une fluidité extrême de tous ces liens que l'on tisse. Il y a une griserie de cette facilité qui est une facilité apparente, parce qu'on peut se noyer dans la fluidité, trop grande. D'où parfois la surprise. Avec cette facilité qui est sous les mains, la possibilité de choisir des milliers de personnes. Comment ça se fait que je suis seul et que je ne trouve pas? Je croise plein de gens et la rencontre, elle n'opère pas. Mais pourquoi? Comment ça se fait? La réponse, elle est que la rencontre, elle dépend de soi, complètement. Il faut être disponible à la rencontre. Et qu'est-ce que ça veut dire, être disponible à la rencontre? Ça veut dire qu'il faut être prêt à abandonner son ancienne identité, son ancien soi. Ça paraît un petit peu bizarre, cette chose-là, mais il faut savoir que dès qu'on va rentrer dans la vie à deux, et qu'on ne peut pas rentrer dans la vie à deux si ce processus ne s'enclenche pas, dès qu'on va rentrer dans la vie à deux, on va être transformé. On ne va plus être le même. Et la transformation est beaucoup plus importante que ce que l'on s'imagine. Selon le partenaire que l'on va trouver, on ne va pas être la même personne dans l'avenir. On va être transformé par l'autre. Vous avez évoqué mon livre sur le premier matin, après la nuit d'amour, des fois la rencontre au matin, qui des fois ne va pas avoir de suite. Alors c'est déjà une première décision, est-ce qu'il doit y avoir une suite ou pas? Souvent on ne sait pas trop. Alors c'est très intéressant, comment la décision opère. Je fais une petite parenthèse, mais comment la décision opère à ce moment-là? Les gens essaient de réfléchir, des fois ils savent, c'est pas possible, ou il y a un attrait vraiment pour la personne qui est nette, mais très souvent il y a très souvent il y a de l'indécision. Et on essaie de réfléchir, et puis c'est compliqué. Et la réflexion est compliquée parce que l'individu est déjà en train de changer, déjà en train de ne plus être exactement le même. Donc ce n'est pas un cerveau unique, c'est un cerveau en transition qui est en train de réfléchir. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, la manière pour décider, ça va être de se mettre à l'écoute de ses désirs. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens bien dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau contexte qui est en train de se transformer? En fait, c'est une mise à l'écoute du nouveau soi qui est en train de se former. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai envie de continuer? Il y a un visionnage des différentes scènes qui sont vécues à partir de cette grille émotionnelle, de cette sensation de bien-être pour décider. Donc ça, c'est très intéressant. Mais là, je referme la parenthèse parce que je prenais l'exemple du premier matin pour parler d'autre chose. C'est que si l'histoire s'enclenche, il y a une infinité incroyable de décisions qui vont être prises pour engager les deux individus
dans une culture commune, c'est-à-dire dans un processus de transformation mutuelle à partir de choses ridicules, la manière de prendre le petit déjeuner, de se laver, etc. C'est autour de ces gestes incroyablement ordinaires. On va essayer de s'ajuster, ce n'est pas des négociations qui passent par la conscience, mais on va essayer de s'ajuster avec une plasticité, une facilité à évoluer en sens tellement grande qu'on n'a pas conscience du changement qui est en train de s'opérer. Ça va continuer tous les jours, tous les domaines. Le réseau d'amis va changer. Là aussi, on ne va pas trop en avoir conscience parce qu'on garde un peu les anciens amis, mais on ne se rend pas trop compte qu'avec certains, le lien est toujours là, mais il s'éloigne. Et puis, on va renforcer, on va avoir des nouveaux amis et on va renforcer le lien avec des amis qui sont plus proches des nouveaux couples qui sont en train de se former. Mais même des choses plus ridicules. Les goûts alimentaires, ça apparaît propre à la personne. J'aime ceci, j'aime pas cela. J'aime pas les épinards, par exemple. Peut-être que ça vient d'une lointaine époque de la cantine ou je sais pas quoi. Et je tombe sur un partenaire ou une partenaire, vegan ou autre, qui adore les épinards. Je commence, du coup, je suis avec elle, je goûte un peu, je suis dans l'ambiance qui me permet de goûter comme ça. Puis finalement, ça peut se manger, puis finalement, c'est pas si mauvais que ça, puis c'est bon pour la santé. Et par amour, je tombe dans le monde des épinards, quoi. Mais je pourrais multiplier les exemples à l'infini pour voir à quel point on rentre dans un processus de transformation mutuelle. Mais ça, est-ce qu'on est prêt à ça ? Non, parce qu'on est dans cette société, on a l'idée qu'on est maître de sa vie, qu'on va choisir. Donc l'idée, très claire, c'est je suis moi, je reste moi, mais je n'ai pas envie de rester seul, je rajoute l'autre dans ma vie, mais sans qu'il dérange en gros. Je n'ai pas envie d'être dérangé, de perdre non seulement mes habitudes, mes espaces de vie, mes manières de faire, mais ça c'est strictement impossible. Ou bien on est colocataire, quoi. Colocataire plus sexe, peut-être, ça peut jouer, quoi. Bon, mais on ne va pas rentrer en couple. Parce que le couple, c'est cette transformation mutuelle qui s'enclenche et qui va continuer tout au long de la vie de couple. Tous les jours, dans la vie de couple, on construit un monde commun. On construit dans la conversation ordinaire, on s'unifie, surtout à partir de projets, des projets de vacances, des projets de construction, projets d'enfants, bien sûr. Alors là, ça va être la grande entreprise de la vie, là, qui va même effacer le couple conjugal, comme on dit, au profit du couple parental, quoi. Donc, il y a toute une série de choses pour construire. On peut discuter de politique aussi. Alors ça, c'est très intéressant. J'ai une étudiante qui a fait sa thèse là-dessus. On essaie de parler un peu politique. Si on est d'accord, impeccable. Si on est petit désaccord, très bien aussi. Si on constate qu'on est en franc désaccord, ça existe. On va arrêter de parler politique. Parce que c'est très bien le débat démocratique, mais il y a plus précieux, c'est l'unité du couple. Et le couple n'est pas forcément le lieu de l'expression totale et extrême sur tous les domaines. Et on le voit bien avec cet exemple de la politique. Donc, il me reste 10 minutes. Donc, on construit, jour après jour, on va construire ce monde commun. Et du coup, on a l'impression de ne faire qu'un. On a une philosophie commune. Sauf que on est surpris de constater que notre partenaire, qui est un alter ego absolu, il continue. Alors ça, c'est la mémoire longue de l'histoire. C'est le barbecue ou le fait que nous avons en nous-mêmes des manières de faire, des cultures personnelles, enracinées tellement profondément qui ne passent pas par la conscience, qui sont les cognitivistes. Certains travaillent là-dessus, sur ce qu'ils appellent l'inconscient cognitif. Ça n'a rien à voir avec Freud, ou la mémoire implicite. C'est des automatismes qui peuvent être transmis de génération en génération depuis très très longtemps,
hein, et qui sont là dans les micro-gestes, la manière de toucher telle chose, des choses ridicules. Le tube de dentifrice, ça paraît ridicule, mais il y en a un qui va le manipuler n'importe comment, pas le reboucher, ça traîne un peu, ça bave, c'est pas grave. Et l'autre, une personne que j'avais interrogée, elle me disait, c'est pas de la maniaquerie, j'ai le plaisir du geste juste et du tube de dentifrice. Alors vous pouvez dire, bon, on peut prendre un tube rigide, faire tube de dentifrice à part, bien sûr, mais même tant de tube de dentifrice à part, on va remarquer l'autre tube qui est là, qui agace. Donc, agacement, j'ai fait toute une enquête sur les agacements. C'est incompréhensible, les agacements, parce qu'on s'unifie tous les jours, et l'autre, il ne comprend pas. Il continue. Alors j'ai reçu. Alors l'enquête a été très, très étonnante parce qu'au début, j'avais demandé aux gens de raconter un agacement, un ou deux. Et au début, il dit oui, je veux participer, il faut que je réfléchisse parce que sur le coup, je ne trouve pas, parce qu'on les refoule, ces agacements. Il y en a des dizaines, des centaines dans tous les couples, mais ils sont refoulés, on n'en a pas conscience. Et au bout de quelques jours, me sont arrivées des listes de plus en plus longues, interminables. Plus les gens réfléchissaient, plus ils listaient. C'est comme un choc des microcultures, d'une certaine manière, un choc des civilisations conjugales. Si on creuse, on va en trouver de plus en plus, effectivement. J'avais cette femme, ce très jeune couple, ils étaient depuis pas longtemps ensemble, et ils avaient le projet de se marier très jeunes, ça arrive aussi, quoi, hein. J'espère qu'ils ont gardé leur projet quand même, parce que j'ai une certaine déontologie. Je lui ai demandé d'arrêter l'enquête, quoi, hein, parce que au bout de quelques jours, elle m'avait envoyé une liste de 10 pages. Hein. Elle trouvait un nombre de trucs. Il y avait dans la liste, bon, ça date de quelques années, mais ça existe encore, les papiers administratifs malgré tout, il y avait le rangement des papiers. Il y a plein de bricoles idiotes comme ça. Donc lui, il disait, moi, je range tous les jours. Et elle disait, mais c'est pas rangé, il met tout dans une boîte. Donc elle ressortait la boîte et elle triait. Et là, le principe, c'est très intéressant, les agacements. C'est ça qui explique l'inégal partage des tâches ménagères entre hommes et femmes. Parce que c'est toujours le plus agacé des deux qui prend en charge. Parce qu'il y a trop de fatigue mentale, il y a une dissonance cognitive entre le schéma idéal et puis la réalité qui ne correspond pas à ce schéma idéal. En prenant en main, on résorbe la dissonance cognitive, tranquille, il y a une sérénité mentale qui s'installe, sauf qu'on se prend la charge sur le dos. Donc, les femmes se font régulièrement piéger parce que justement, elles ont un historique d'exigence. Si elles veulent progresser dans le partage des tâches ménagères, il faut qu'elles acceptent que ça soit fait à la manière du compagnon, un petit peu plus souple, on va dire, quoi, hein. Le coup de balai arrondi, oublier un peu les coins, des choses comme ça. Il y a des choses où les hommes peuvent se faire piéger. Les très jeunes couples, souvent, n'ont pas de lave-vaisselle, mais le lave-vaisselle, très intéressant. Il y a, les fabricants disent qu'il suffit de mettre les assiettes, appuyer sur le bouton, ça sort, c'est propre. Les assiettes, ça va, c'est assez calibré. Mais toutes les choses un peu plus incertaines, les bols, les poêles et tout ça, il y a 1000 dispositions possibles, il y a 1000 architectures possibles, et chacun a son idée de la bonne disposition, quoi. Il va y avoir un combat silencieux dans la cuisine avec un jeu de regard. Il y en a un qui met, l'autre qui regarde de loin et qui va remettre, parce que justement il y a un malaise mental dans la mauvaise disposition, il va remettre les choses en place et il va gagner le droit de faire la vaisselle. Donc, 5 minutes, hein. Faut que j'avance. Agacement, les agacements, quand l'agacement éclate, alors il faut quand même dire, la personne qui est agacée, elle ne comprend pas, parce qu'il y a construction d'une culture commune tout le temps. Comment ça se fait qu'il ne comprend pas? Pourquoi il ne range pas ses chaussons? Les chaussons qui traînent tout le temps, ou les chaussettes qui traînent. Alors, les chaussettes, j'ai écrit un livre sur la chaussette. La chaussette qui traîne, il y a 30 ans, j'avais fait un livre, l'analyse du couple par son linge, j'avais dit je pourrais faire un livre entier sur la chaussette.
Et j'ai réussi à le faire, ce livre entier. J'ai été un peu surpris et déçu parce que quand j'ai commencé mes recherches bibliographiques, j'ai vu que les plus grands philosophes s'étaient penchés sur la chaussette. Je n'étais pas le premier. Hegel. Hegel, très intéressant ce qu'il a dit sur la chaussette, d'ailleurs. La physique quantique s'était intéressée à la chaussette. Quand même des choses. La chaussette nous mène très très loin, quoi, en fait, quoi. Mais je ne veux pas parler de la chaussette, sauf la chaussette qui traîne dans le salon. Ça, c'est une scène que j'ai vue un nombre incalculable de fois. Chaussette masculine. L'homme arrive dans le chez-soi, petit monde d'amour, petit monde de repos, décontraction. Il enlève sa veste. C'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est le relâchement. Il enlève ses chaussures, il enlève ses chaussettes, il se dit bah, tiens, je vais ranger plus tard, quoi. Et le plus tard arrive, il est toujours bien, dans le relâchement, dans le bien-être. Et la jeune femme qui passe là peut avoir le moment d'éclatement absolu, quoi, hein. Ah, c'est pas possible! Ah, tu pourrais ranger tes chaussettes. C'est très étrange. Elle dit pas tu vas me faire le plaisir de ranger tes chaussettes. Elle dit ah, tu pourrais ranger tes chaussettes, mais elle les ramasse. Elle les ramasse, il y a cette injonction, il y a ce système d'habitude qui fait. Donc, agacement, qui est un peu comme un coup de foudre à l'envers. C'est une émotion négative, à l'inverse du coup de foudre, et qui arrache à la conjugalité, au moment où on est ensemble, complètement. Et si j'interroge une personne au moment de ce coup de foudre inversé, je vois que ce n'est pas du tout la même que celle de 3 secondes avant. Le changement identitaire est complet. Le système de valeurs, le système d'émotions, il peut y avoir de la haine, presque du désir de meurtre pour le partenaire dans ce moment-là. Donc là, il y a un changement, ça va retomber. Ça ne retombe pas toujours aussi facilement. Les techniques sont diverses. Le premier temps, c'est un petit peu d'éloignement pour faire retomber le processus. Et puis après, c'est une mise à l'épreuve de l'amour parce qu'il faut refaire le chemin vers le partenaire. Alors je vais essayer d'avancer parce que j'avais prévu 3 pages, je suis à la première, mais il me reste 3 minutes. Il me reste 3 minutes quand même. J'ai dit il y a très longtemps, mais j'y reviens, rythme à 2 temps du couple. Parce qu'en dehors des agacements, il y a le fait que le soi ne disparaît pas. Il a de plus en plus ses temps à lui, ses moments d'expression. Les modalités de vécu individuel à l'intérieur du couple sont de plus en plus larges. Si on prend toutes les activités, les repas par exemple, de plus en plus de repas sont pris en solo ou en compagnie différente et pas en couple. Si on prend le petit déjeuner, 60% des petits déjeuners sont pris en solo. On va dire peut-être que les horaires sont différents. Oui, mais on remonte le week-end, mais on remonte à 50%. On n'est quand même pas... ça serait super de prendre le petit déjeuner ensemble. Mais en fait, on est si bien avec soi-même. Il y a ceux qui sont plus lève-tôt, d'autres les plus lève-tard. Il y en a qui vont écouter la radio, qui préfèrent ne pas l'écouter, tout ça. Donc, on va préférer un moment de bien-être, d'enveloppement personnel, d'expression personnelle. Mais ce petit déjeuner individualisé n'empêche pas qu'il y ait des repas en commun. Le plus souvent, c'est le repas du soir ou le week-end. Il y a de plus en plus d'élargissement des activités solo. Les écrans, par exemple, le temps passé aux écrans est de plus en plus individualisé. Dans les années 50, le couple était dans le salon face à la télévision. Il y avait années 50, il n'y avait même pas 3 chaînes. Donc, ce n'était pas compliqué la vie. Il suffisait de choisir, on était ensemble. Là, il y a des écrans en solo, mais on peut choisir de se voir un film ensemble. J'ai fait un livre, une enquête aussi sur le lit du sommeil. C'est extrêmement net aussi. Il y a les moments plus personnels. Par exemple, il y a le petit rituel du bisou du soir, très souvent. Petit bisou, petite conversation, mais là, il y a une divergence. Pas de tous les hommes et de toutes les femmes, mais en moyenne, c'est quand même, ça oppose vraiment une majorité d'hommes à une majorité de femmes. Beaucoup de femmes, c'est pas délibéré, c'est pas confession sur l'oreiller,
Mais dans ce petit moment intime là, de petite complicité et tendresse, ils ont envie de parler un petit peu de choses et d'autres, de discuter, de dire 2-3 mots. Et l'homme se méfie énormément, quoi, hein, et il va faire celui qui s'endort, hein, parce qu'il dit ça commence comme ça, puis après ça va finir sur une grande conversation. Et très souvent, on va se tourner le dos pour dormir. Alors, ne croyez pas dans les magazines des fois des analyses de position qui disent que le couple ne s'entend pas très très bien, peut-être s'il dort dos à dos. La majorité des couples dorment dos à dos, parce que si on n'est peut-être pas dans les tout premiers instants de la vie conjugale où on reste enlacé, on est bien ensemble, mais sinon pour s'endormir, avoir la respiration de l'autre, etc., on va chercher à avoir sa bulle de bien-être individuel. Un temps pour soi, un temps pour la vie à deux. Il n'y a aucun problème à ce que les temps pour soi s'élargissent. On peut passer des moments de vacances en solo ou avec des amis, etc. Mais il y a une condition, c'est que dans l'autre temps, qu'il y ait un accord des deux pour que ça fonctionne comme ça, et que dans l'autre temps de la vie conjugale, le temps partagé, il y ait une vraie présence, une attention à l'autre, une complicité, effectivement. Donc là, on gère le rythme à deux temps. Si dans le temps 2, c'est très pauvre, on est un peu absent, fixé sur son téléphone, etc. Alors là, l'élargissement individualisé va poser problème. Alors je vais dire juste un petit mot sur les petites vengeances, mon dernier livre, mais très rapide. Il me reste 1 minute. Ah. Non, je ne veux pas déborder, garder le temps. On va avoir le temps de développer tout ça. Préparez vos questions hein, ou vos témoignages, il n'y a pas de problème. Donc ça a été très mal compris, mon titre. Parce qu'on a dit vengeance, mais jamais chez moi. Moi, je n'ai pas des vengeances. On est là pour se faire du bien, hein, pour être bien ensemble. Et puis quand on creusait, ils comprenaient mieux. Je n'ai pas trouvé un autre mot. Et en fait, ça avait un lien avec l'ancien système. C'est un très vieux système social, le système de la vengeance, institué entre groupes sociaux, qui est un système d'équilibrage et d'échange, mais très violent, qui peut aller jusqu'au crime de sang, etc. Un système social d'équilibrage des délits et des souffrances, quoi, hein. Donc, les petites vengeances d'aujourd'hui sont toujours un système d'équilibrage, mais qui ne fonctionne pas du tout de la même manière, et pas du tout de manière méchante, et surtout pas violente. Et tous les gens qui utilisaient ces petites vengeances me disaient, mais de toute façon, c'est tout petit, c'est gentil, et c'est pour rire. C'est juste pour rire. C'est des petits gadgets de rien du tout. Là, au moment où il part toujours à la dernière minute, je lui cache ses clés, je lui cache même pas ses clés. Je les déplace et je mets à l'endroit normal où elles devraient être. Mais il ne les voit pas tout de suite. Alors là, il s'affole et j'ai un fou rire. Et il me voit rire comme tout, mais il est encore plus énervé. Et ça me fait du bien. Ça me fait un bien fou. Ou bien l'autre qui, chez elle, il y a un système, l'eau de la cuisine va à la salle de bain, et quand elle ouvre le robinet de la cuisine, l'eau chaude de la cuisine, ça envoie l'eau froide sous la douche, bien sûr. Elle dit, quand j'entends le hurlement sous la douche, là, pareil, éclat de rire absolu. Et oh, j'ai pas fait exprès, oh, excuse-moi, etc. Et là, presque la culpabilité, le remords, l'envie de retourner vers l'autre dans une démarche amoureuse. Donc un système d'équilibrage géré à l'intérieur, au niveau des émotions. Souvent à un moment où on est agacé, dans un moment d'insatisfaction, prêt à en découdre. C'est pas si facile, la communication conjugale. Si vous voulez, on pourra en débattre aussi. La communication, tous les psys disent qu'il faut toujours essayer de communiquer plus. C'est vrai, ça c'est toujours la recette en or, bien sûr. Mais essayer de communiquer le plus, il n'empêche que souvent c'est très difficile de communiquer. Et dans certains cas, quand ça part comme ça, avec de l'agacement, de l'énervement, ça peut provoquer des dégâts. Et une gestion intérieure peut atténuer les choses. Et en dessous de ces petites vengeances déclarées, dont l'aspirateur, mais dans mon exemple, c'est match de football, hein,
Là, il ne faut pas parler de match de rugby, parce qu'en plus, là, c'est double peine. Hein. S'il y a l'aspirateur et en plus que le match tourne mal, alors là, c'est la catastrophe absolue. Mais en dessous de ce niveau des petites vengeances déclarées, il y a simplement les respirations individuelles. C'est-à-dire, il y a un petit moment de tension, d'agacement. Donc une possibilité, par exemple, c'est la bouderie. La petite bouderie tranquille, hein, parce qu'il y a la bouderie longue et agressive. Hein, donc là, c'est un message qui est envoyé. Mais la petite bouderie momentanée, ça veut dire, si je m'exprime, ça va être méchant et ça va déclencher quelque chose. Je préfère baisser le rideau des émotions, de la conversation, en attendant que ça passe. Je disparais en moi-même, en attendant que je sois à nouveau disponible. Il faut que l'autre comprenne et dise, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'attends la suite. L'autre méthode, ce n'est pas intérieur, c'est de changer de pièce. Encore mieux d'aller dans le jardin, ou si on n'a pas le jardin, d'aller faire une promenade, ou encore mieux de remuer le corps pour évacuer l'émotion mauvaise, d'aller faire un jogging ou un tour en vélo. Bientôt, je vais faire une petite enquête auprès des sportifs pour voir la proportion de ceux qui font ça pour raison conjugale, quoi. Je suis sûr qu'on sera très surpris hein, quand même, et on revient disponible pour l'autre. Alors bon, je ne sais pas, je saute... oui, 10 secondes. Un mot de conclusion. Je voulais parler des enfants et des jeunes, mais si vous voulez dans le débat, parce que sujet, autonomie du sujet, mais l'enfant de plus en plus, le bébé, est un sujet. Donc c'est contradictoire avec le principe d'éducation. Parce que l'éducation, on transmet quelque chose. On propose un cadre de valeurs et de comportement. Mais l'enfant dit non, moi je suis moi. Et dans la société d'aujourd'hui, le moi doit pouvoir imposer sa vie. Bon, je réserve éventuellement ça pour le débat. Plein de questions possibles hein, pour le débat. Et d'autres sur d'autres thèmes, hein, tout ce que vous voulez. Et simplement, je terminerai là-dessus. Le couple n'est pas mort, rêve du petit monde d'amour, on en a besoin, mais il est très difficile parce qu'il est fondé sur une contradiction. On veut être soi, ne pas se sentir étouffé, contraint, tout en étant avec l'autre et en dépassant, en oubliant le soi. Donc c'est extraordinairement difficile. Et le fait que des couples arrivent à le faire, c'est extraordinaire. Donc dans son couple, quand ça va bien, quand ça va pas trop mal, qu'on rêverait de mieux, d'extraordinaire, mais que c'est quand même pas si mal que ça, faut se dire qu'on a réussi déjà un sacré exploit.